Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Le processus de réforme et d'ouverture est la source du développement économique et social de la Chine. Depuis le 20e congrès national du Parti communiste chinois, la Chine a mis en avant l'approfondissement global des réformes en tant que moteur fondamental pour faire avancer la modernisation chinoise. Quel rôle la modernisation chinoise joue-t-elle dans la promotion de la paix et du développement dans le monde? Quelles opportunités apporte-t-elle à la coopération internationale et au développement? Aujourd'hui, nous avons invité le secrétaire général du Parti communiste de Suisse, M. Massimiliano Arif Ayi, à discuter en profondeur de la réforme et de l'ouverture ainsi que de la modernisation chinoise. Bonjour M. Ayi. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Depuis la réforme et l'ouverture, les immenses changements survenus en Chine ont attiré l'attention du monde entier. L'économie chinoise a connu un développement ultra rapide pendant des décennies en s'appuyant sur la force motrice impulsée par sa politique de réforme et d'ouverture. Comment évaluez-vous la politique de réforme et d'ouverture de la Chine ? La politique de réforme et d'ouverture initiée par la Chine en 1978 a certainement été un choix gagnant en termes de développement des forces productives qui a permis à la Chine d'exceller économiquement face aux pays capitalistes avancés de l'Occident. Et cependant, je crois que ce qui compte le plus, au moins pour nous marxistes, c'est le fait que la Chine, avec la politique d'ouverture initiée par Deng Xiaoping, a montré que le socialisme ne signifie pas l'égalité dans la misère, mais plutôt la réalisation d'un niveau de bien-être de plus en plus élevé pour tout le monde. Et par ailleurs, alors que les autres pays socialistes ont abouti à une stagnation économique, la Chine a identifié ces problèmes à l'avance et a pu les corriger en libérant les énergies, en surmontant les limites de la bureaucratie. Il est essentiel, absolument, que l'approfondissement des réformes soit global et compréhensif. Et qu'aucun secteur ou aucune région ne soit laissée à lui-même. Et cette cohérence dans le développement et l'aide mutuelle est un peu la force du socialisme avec caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Et moi, j'ai eu l'occasion de voyager en Chine l'année dernière et cela était clairement apparu avec naturellement ma grande satisfaction. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois a avancé l'idée de promouvoir de manière globale le grand renouveau de la nation chinoise par le biais de la modernisation chinoise. Alors, comment interprétez-vous la modernisation chinoise ? Je crois que l'un des points forts du rapport du 20e congrès du Parti communiste chinois consiste à affirmer que la modernisation chinoise est une modernisation socialiste, dirigée sur le plan organisationnel par un parti communiste et sur le plan idéologique par le marxisme. Et voilà, une caractéristique fondamentale de la modernisation chinoise est son ancrage au socialisme scientifique. Et j'ajouterais aussi que depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, le Parti communiste chinois a su moderniser non seulement l'économie, mais aussi l'idéologie. En éliminant par exemple les erreurs du dogmatisme et en renouvelant toujours sa ligne de masse. Il a su rechercher constamment l'implication de la population en renforçant à la fois l'état de droit, l'état de droit et les formes de participation démocratique. Et moi, j'interprète comme ça un peu la modernisation chinoise. Et depuis le 20e congrès national du Parti communiste chinois, la Chine met en avant l'approfondissement global des réformes en tant que moteur fondamental pour promouvoir la modernisation chinoise.
La réforme du système économique est au centre du projet de réforme en profondeur de la Chine. Comment évaluez-vous les réalisations accomplies par la Chine dans la réforme du système économique, notamment au cours de la dernière décennie? J'ai dit tout à l'heure que la modernisation chinoise ne peut être vraiment interprétée que si l'on comprend le rôle prédominant joué par le Parti communiste chinois. Le rôle du Parti communiste dans les réalisations de la Chine en matière de réforme de son système économique est donc essentiel. Et alors que le capitalisme se développe souvent de manière chaotique, car il suit les règles dictées par l'individualisme, par l'égoïsme, et ne vise que le profit maximum, le socialisme de marché en Chine présente certains avantages. Et non seulement il existe une planification économique qui rend la production plus rationnelle et liée aux besoins réels de la population, mais le rôle dirigeant du Parti communiste et sa présence généralisée sur tous les lieux du travail assurent que le système économique ne soit pas orienté vers l'enrichissement des actionnaires, par exemple, ou des élites, mais qu'il répond aux besoins du développement de la nation. Et je crois que ça, c'est une importante réalisation accomplie par la Chine. Le président chinois Xi Jinping a souligné que pour promouvoir la modernisation chinoise, il fallait approfondir davantage la réforme et l'ouverture, libérer et développer continuellement les forces sociales productives, mais aussi libérer et stimuler la créativité de toute la société. Comment interprétez-vous ces dictées? Il est important de libérer les forces sociales productives pour éviter la stagnation et le repli bureaucratique qui ont conduit à l'effondrement du socialisme européen au XXe siècle. Mais pour y parvenir, les travailleurs doivent être directement impliqués en tant qu'individus, mais aussi en tant que classe sociale. Et ne pas être considéré uniquement comme une main-d'œuvre passive, comme de simples ressources humaines à exploiter, comme c'est le cas si l'on utilise les règles du capitalisme. La classe ouvrière doit être la protagoniste de la modernisation. Elle doit se sentir la véritable propriétaire du développement économique de la nation. Marx, Lénine ont déjà dit que la classe ouvrière doit devenir une classe nationale dans le socialisme, c'est-à-dire avoir le rôle principal dans le pays. Et dans cette perspective, il est absolument nécessaire de stimuler la créativité de l'ensemble de la société. Et pour ce faire, nous devons étendre les droits démocratiques au niveau de la consultation populaire et encourager la participation directe la plus large des travailleurs et de leurs syndicats sur le lieu du travail. Mais aussi, de l'autre côté, approfondir l'état de droit et la certitude juridique. Et je suis heureux d'apprendre que la Chine suit cette loi. Par exemple, en adoptant récemment le nouveau Code civil, grâce aussi à la coopération internationale avec notre camarade Olivier Rodiliberto, professeur de droit romain. Et cela favorise naturellement l'harmonie entre les différents composants de la société chinoise sur le plan social, économique, ethnique aussi et culturel. Et vous voyez, l'harmonie est un peu le mot-clé pour faire avancer la modernisation du socialisme. Et toutefois, elle doit être comprise précisément comme un moyen de libérer les forces productives sociales et de stimuler la créativité, mais elle ne doit pas devenir une excuse pour s'écarter de manière un peu naïve du concept marxiste de la lutte des classes et du conflit donc.
les conflits contre les phénomènes négatifs que le marché mondial, les investisseurs étrangers apportent avec eux. En ce sens, le Parti communiste chinois a lancé avec succès une campagne contre la corruption que nous considérons comme particulièrement importante. Et le livre Xi Jinping, La gouvernance de la Chine, contient de nombreuses discussions concernant l'approfondissement global des réformes. Avez-vous lu ce livre? Bien évidemment, pas seulement ce livre, mais autres ouvrages sur l'expérience de la Chine en matière de gouvernance, rédigés par le secrétaire général, constituent une source qui est également étudiée à l'étranger. Et bon, si je dois choisir une pensée du camarade Xi Jinping qui m'a marqué récemment, c'est celle où il admet que le succès du développement économique de la Chine ne se calcule pas seulement sur la base de la croissance du PIB, du produit intérieur brut. Il faut aussi prendre en compte la cohésion sociale, l'harmonie avec l'environnement, la participation des travailleurs, etc. Tout aspect qui font que le développement d'un pays socialiste est différent de celui d'un pays capitaliste. Et nous voyons ici comment les réformes doivent se poursuivre, mais toujours avec équilibre, parce que c'est important d'assurer l'harmonie sociale. Et je crois que ces points sont bien mentionnés dans l'ouvrage du camarade Xi Jinping sur la gouvernance de la Chine. Et en septembre 2023, lors d'une visite d'inspection dans le Heilongjiang, le président Xi Jinping a proposé pour la première fois le développement des forces productives de nouvelle qualité qui prennent leur source dans l'innovation scientifique et technologique. C'est une productivité plus intégrée et qui s'aligne étroitement avec l'économie numérique. Comment évaluez-vous les réalisations de la Chine en matière d'innovation technologique ces dernières années? Je vous disais tout à l'heure que la Chine a la mérite non seulement d'initier le rajeunissement et la modernisation de la nation, mais aussi d'avoir entamé un processus de renouvellement du marxisme. Et je crois que le concept de nouvelle force productive de haute qualité peut être considéré aujourd'hui comme une nouvelle catégorie dans la théorie du socialisme scientifique. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs moments de césure, de véritables révolutions dans le domaine industriel, par exemple avec la mécanisation de la production, puis avec l'électrification et enfin avec l'arrivée des systèmes informatiques. Et tous ces changements ont conduit à une augmentation de la productivité et potentiellement à une plus grande prospérité. Mais s'il n'y a pas de planification socialiste à la base, ces transformations risquent aussi de générer de plus grandes inégalités sociales et des différences de développement que l'on observe encore aujourd'hui dans les pays pauvres qui sont soumis au néocolonialisme des multinationales occidentales. Et la Chine occupe déjà une position assez élevée dans le domaine de la technologie et de la science, par exemple les communications quantiques, l'intelligence artificielle, mais aussi les sources d'énergie durable. Et le marxisme nous enseigne que lorsque la structure économique change, elle influence également la superstructure idéologique et donc les institutions qui régissent le système socialiste. Et c'est pourquoi il sera crucial pour l'État de réguler
ce que nous pouvons appeler une nouvelle révolution industrielle, et surtout que le développement soit progressif et diversifié, comme l'a expliqué le secrétaire général Xi Jinping lui-même au mois de mars dernier, si je me souviens bien, lorsqu'il appelait à éviter un modèle de développement unique. Et j'ajouterais deux éléments que nous avons peut-être pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais qui, selon mon parti au moins, devraient également être étudiés pour comprendre le potentiel du développement technologique chinois. Et le premier de ce point, grâce au système informatique, grâce à la numérisation, à l'intelligence artificielle, tout cela peut devenir plus précis et plus rapide. Ainsi, cette catégorie de nouvelles forces productives de haute qualité, introduite par le Parti communiste chinois, pourrait permettre de donner un nouvel élan et une nouvelle vie, en fait, au principe de la planification économique qui reste à la base du marxisme-léninisme. Et le deuxième aspect concerne les règles du capitalisme. On dit que lorsque le capitalisme parvient au stade hégémonique, il devient impérialiste et doit donc nécessairement prendre de l'expansion. Or, l'expansionnisme impérialiste provoque les guerres. Et la question est de savoir si cette tendance peut être freinée par un développement technologique chinois élevé qui absorbera les besoins d'accumulation capitaliste de l'Occident avant qu'une confrontation militaire ne devienne nécessaire, comme le voudrait malheureusement une partie de la classe dirigeante américaine. Et c'est cette question qui nous préoccupe beaucoup. Le développement vert et à faible émission de carbone est la voie choisie par la Chine pour parvenir à un développement durable et de haute qualité. L'objectif double carbone a également été inscrit dans le 14e plan quinquennal et dans les engagements à long terme pour 2035. Comment évaluez-vous la stratégie de développement économique vert de la Chine ? Nous, en tant que communistes suisses, nous savons que le capitalisme ne pourra jamais véritablement être vert. Il y a une tentative constante en Occident d'encourager un processus de lavage vert, de greenwashing de la production capitaliste. Mais le système reste dans son essence ni socialement ni écologiquement durable. Et la prétendue transition écologique dont on entend tant parler en Occident est faite pour être payée par les travailleurs. Et l'État tend à la laisser aux mains des privés qui en tirent manifestement des bénéfices pour le profit et non pour des idéaux écologiques sincères. Et selon le Parti communiste de Suisse que je représente, pour être vraiment écologique, il faut être à l'écoute des paysans, des ouvriers agricoles et favoriser la production locale de qualité et la souveraineté alimentaire. En ce qui concerne la Chine, d'après ce que j'ai vu lors de mes voyages en Chine l'année dernière, nous pouvons certainement dire en toute sincérité que la stratégie de développement écologique et éco-durable de la Chine est positive et devrait être un exemple pour le monde entier. Et je me souviens par exemple de la visite d'une centrale de recyclage des déchets dont les limites d'émission de polluants sont beaucoup plus strictes que celles tolérées en Europe. Et ici, par exemple, on pourrait renforcer la coopération entre l'Europe et la Chine, mais de nombreux gouvernements des pays européens ont subordonné leur intérêt à celle des États-Unis et de l'OTAN. Et voilà, dans la Chine, au-delà des formules de courtoisie diplomatique, non pas un partenaire, mais un adversaire à diaboliser, à combattre.
Et les propos de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, par exemple, sur ce qu'on appelle le de-risking, sont malheureusement clairs. Boycotter, taxer, empêcher toute forme de coopération économique entre l'Europe et la Chine. Et ce sera d'abord mauvais pour l'économie européenne, mais les classes dirigeantes européennes actuelles servent les intérêts des élites américaines et pas ceux de leur propre peuple. Et cette situation est également menacée en Suisse. Et de hauts fonctionnaires de la Confédération, par exemple, ont menacé de prendre des sanctions à l'encontre de la Chine. Ce sont des faits très graves auxquels nous nous opposons avec le Parti communiste suisse, parce que nous défendons une Suisse qui est nôtre et qui favorise la coopération multilatérale. Et nous devons donc nous préparer au pire, mais en même temps continuer à nous battre pour trouver des amis de la Chine en Europe qui admet les progrès aussi à niveau écologique. Et ces amis ne veulent pas naturellement qu'une nouvelle mentalité de guerre froide prévale. Et d'après vous, quels sont les défis à relever si on veut promouvoir la coopération entre les deux parties en termes de l'économie verte? Je crois que la Chine peut nous donner des exemples qui vont permettre un meilleur développement écologique. Et ça, c'est possible, ce sera possible uniquement avec un dialogue, donc en abandonnant la mentalité de guerre froide qui, en ce moment, est prévalente. Et depuis sa naissance en 2013, l'initiative La Ceinture et la Route a initié de nombreux projets en coopération avec l'Europe. Les trains de fret Chine-Europe, l'un des projets phares de l'initiative, représente un axe important de la coopération économique et commerciale internationale. Alors, selon vous, dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, quelles sont les opportunités, les nouvelles opportunités de coopération qui se présentent aujourd'hui entre la Chine et l'Europe? La nouvelle route de la soie est sans aucun doute un grand projet pour le Grand Sud, surtout pour le Grand Sud. En effet, les pays pauvres, les pays émergents qui veulent se libérer de la dépendance néocoloniale y adhèrent, y participent avec de l'enthousiasme, car il s'agit d'une proposition de développement économique gagnant-gagnant, concrète, constructive, totalement différente de la logique impérialiste basée sur le vol d'énergie, sur le vol des matières premières, pratiquée avec violence et aussi de la stupidité par l'Occident depuis des décennies. Et en décembre dernier, lors d'une réunion avec quelques dirigeants du département international du comité central du Parti communiste chinois, j'ai décrit l'initiative Belt and Road comme une nouvelle frontière de la solidarité internationale, une nouvelle façon de concevoir l'internationalisme prolétarien. Et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui. La ceinture et la route est un élément fondamental de la crédibilité de la Chine en Asie, en Afrique, en Amérique latine, un jalon dans la construction d'un nouvel ordre multipolaire. Et en ce qui concerne l'Europe, je suis bien sûr heureux que les initiatives Belt and Road soient développées grâce à la coopération de chefs d'État et de gouvernements courageux, tels que le Serbe Vučić, le Hongrois Orban, le Slovaque Fico. Mais en même temps, je suis un peu inquiet de la poursuite de la guerre de l'OTAN contre la Russie. Et la Commission européenne est trop dépendante de l'OTAN et trop dépendante de Washington. Et c'est pourquoi nous devons également nous préparer à des mesures hostiles qui affecteront tous les pays souverains de la région eurasienne. Et ici, la cohérence, l'équilibre, mais aussi la fermeté dont la diplomatie chinoise pourra faire preuve en Europe
ce seront cruciaux car nous devons toujours nous rappeler que les gouvernements européens sont une chose et sont souvent des adversaires de classe, mais que les peuples d'Europe sont une autre chose et souhaitent la paix avec la Chine, la paix avec la Russie et ne veulent pas une troisième guerre mondiale. Et les élections européennes, par exemple, ont montré que ces peuples européens sont prêts à se rebeller contre les élites bellicistes qui veulent également imposer des sanctions unilatérales contre la Chine. Et la Chine et l'Europe sont d'importants partenaires commerciaux et partagent la même position sur de nombreuses questions internationales majeures. Comment envisagez-vous le développement futur des relations Chine-UE? Tout d'abord, je crois qu'il faut faire une distinction entre l'Europe, au sens du continent, et l'Union européenne, en tant qu'entité supranationale, néolibérale et plutôt antidémocratique. Il y a certainement des États sur le continent européen qui veulent développer des relations sino-européennes de plus en plus étroites et positives, mais la situation change lorsqu'il s'agit de l'Union européenne, où prévaut plutôt une ligne clairement hostile au multipolarisme et sérieusement orientée vers l'atlantisme. À notre avis, l'Union européenne est une entité mal aimée par les peuples, par les travailleurs, qui a une politique étrangère de plus en plus agressive et de moins en moins autonome par rapport à celle des États-Unis. Elle veut revenir à une politique de blocs, à une mentalité de guerre froide, qui incite au protectionnisme, mais qui pourrait aussi dégénérer en guerre ouverte. D'une part, il faut renforcer l'unité interne en défendant la souveraineté nationale comme priorité et l'intérêt suprême du Parti communiste comme expression du patriotisme le plus sincère. D'autre part, il faut intensifier la solidarité internationale avec les mouvements pacifistes, les partis communistes, les syndicats des travailleurs actifs en Europe. Parce que ces organisations européennes que j'ai mentionnées, contrairement à leur gouvernement, aspirent réellement à une communauté humaine avec un avenir commun, comme le dit le secrétaire général Xi Jinping. Merci Monsieur Haï, merci d'avoir accepté notre interview et d'avoir livré vos analyses. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.